Magdalene Emmanuel avait passé toute sa vie à donner, son amour, son temps, son argent, elle-même. Jusqu'à ce qu'un soir, autour d'une table remplie de nourriture qu'elle avait achetée, elle entende quelque chose qui la brisa à jamais. Elle se souvenait encore du tintement des verres en cristal, du faible bourdonnement de la musique jazz qui flottait dans la maison qu'elle payait, de l'odeur du poulet aux herbes de Provence qu'elle avait assaisonné le matin même, cuisant lentement pendant qu'elle faisait des courses pour un dîner auquel elle n'était même pas censée participer. Mais elle était là parce que Thelma avait oublié de lui dire que ses parents venaient à la maison. Elle venait de nouveau, et la maison devait de nouveau être parfaite. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas rester. Elle aurait dû savoir ce qui allait arriver au moment où la mère de Thelma la regardait avec ses yeux mi-curieux, mi-condescendants et a demandé « Et vous êtes ?» Thelma n'a pas manqué une miette. « Oh » dit-elle en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. « C'est Magdalene, notre bonne non officielle, elle fait tourner la maison. » Tout le monde a ri, même son fils. Elle est restée là, tenant la bouteille de vin vide qu'elle avait rapportée de la cave. Elle a souri poliment, comme si elle ne sentait pas le sol se dérober sous ses pieds, comme si son cœur ne s'effritait pas morceau par morceau. Elle s'est excusée, a posé la bouteille sur le comptoir et a marché lentement vers sa chambre. Ils ont continué à rire derrière elle, aucun d'entre eux, pas même son propre fils, ne s'est donné la peine de corriger Thelma, de dire « c'est ma mère », de dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle s'est assise sur le bord de son lit, fixant la porte qu'elle avait peinte elle-même des années auparavant, quand ils avaient emménagé pour la première fois. Elle se souvenait du jour où elle avait signé les papiers de l'hypothèque. Son nom, son crédit, son apport. Jacob venait de terminer l'université. Thelma n'était même pas encore dans le tableau. Il n'avait rien. Elle leur a tout donné. Et maintenant, elle était la bonne. Le lendemain matin, elle a fait le café comme elle le faisait toujours. Elle a nourri le chat que Thelma faisait semblant d'aimer. Et quand celle-ci est descendue dans sa tenue de yoga, trop occupée sur son téléphone pour même dire bonjour, Magdalene s'est tenue là et a attendu. Thelma a fini par lever les yeux. Magdalene lui a tendu les clés. Toutes, la porte d'entrée, la porte de derrière, le garage, la boîte aux lettres. « Qu'est-ce que c'est » demanda Thelma, son sourcil manucuré froncé. Magdalene a souri. « Bonne chance pour payer l'hypothèque maintenant. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Magdalene passa devant elle dans le couloir, devant la photo qu'elle avait encadrée, les meubles qu'elle avait choisis, les murs qu'elle avait peints. Elle n'a rien pris. Juste son sac à main et le manteau qu'elle portait quand elle avait ramené Jacob de l'hôpital. Elle n'a rien pris. Juste son sac à main et le manteau qu'elle portait quand elle avait ramené Jacob de l'hôpital. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle a entendu Jacob l'appeler par son nom alors qu'elle ouvrait la porte. Elle ne s'est pas arrêtée. Il a couru après elle, pieds nus dans l'allée, mais elle a continué à marcher. Elle n'a pas claqué la portière de la voiture. Elle l'a fermée doucement, calmement, car quelque chose en elle s'était brisé, mais pas de la manière dont la plupart des gens le penseraient. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la clarté. Et c'était la chose la plus terrifiante de toutes. Parce que la clarté est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle sait, tout simplement. Et elle savait, pour la première fois de sa vie, qu'elle en avait fini. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais elle savait où elle ne resterait pas. La dernière chose qu'elle a vue dans son rétroviseur, c'est Jacob, debout dans l'allée, stupéfait. Il n'avait aucune idée de tout ce qu'il venait de perdre. Et elle non plus, pas encore. On dit qu'on ne se rend pas compte qu'on se noie avant de pouvoir enfin respirer. Cette première nuit, dans le petit appartement que lui avait laissé sa grand-tante Cynthia, ce n'était pas la liberté. Pas encore. C'était le silence. Un silence épais, résonnant, qui se posait sur tout comme de la poussière. L'appartement sentait le temps. De vieux planchers, du papier peint jauni. Un radiateur qui gémissait comme s'il avait connu de meilleures décennies. Elle laissa tomber son sac sur la table de la cuisine et resta là, ne sachant pas si elle devait pleurer ou rire. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle resta debout, fixant les carreaux ébréchés, se souvenant de la maison qu'elle venait de quitter. Mais ce n'était plus une maison. Pas pour elle. Au cours des jours suivants, elle se déplaça comme un fantôme. Elle dormit sur le canapé car le cadre du lit dans la chambre était cassé.
Elle mangea des sandwichs au beurre de cacahuète et de la soupe au micro-ondes. Elle n'appela personne. Non pas parce qu'elle n'avait personne, mais parce que personne ne l'avait appelée. Jacob n'a pas envoyé de SMS. Pas de courriel. Pas un seul mot. Elle supposait que Thelma lui avait dit de ne pas le faire. Ou peut-être, pire encore. Peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Elle n'arrêtait pas de penser à ce dîner. À la façon dont ils avaient ri. À la façon dont Astérisque avait ri. Elle avait élevé ce garçon seul après le départ de son ex-mari. Elle avait renoncé à sa carrière, à ses projets, à elle-même. Elle nettoyait des chambres de motel la nuit et remplissait les rayons des épiceries à l'aube juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Et quand ses parents sont décédés et lui ont laissé cet argent d'assurance, elle l'a utilisé en totalité pour acheter une maison. Un foyer. Elle n'a jamais demandé de loyer. Ne lui a jamais fait payer un centime. Et d'une manière ou d'une autre, dans la version du monde de Thelma, elle était devenue la bonne. Elle a commencé à écrire la nuit. Dans de vieux cahiers à spirale. Le genre qu'elle achetait pour Jacob au collège. Elle a rempli page après page. Pas pour que quelqu'un les lise. Juste pour elle-même. Elle a écrit des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. Sur la façon dont elle se tenait dans la cuisine en attendant qu'ils disent merci. Sur la façon dont elle pleurait dans le garage quand il sortait dîner sans l'inviter. Sur la façon dont elle faisait semblant de dormir. Pour ne pas les entendre se moquer de ces émissions de télévision dans le salon qu'elle payait. Et puis un jour, en cherchant une ampoule dans le placard de rangement à l'étage, elle a trouvé la vieille malle en métal que Cynthia gardait sous sa machine à coudre. Lourde. Rouillée. Elle l'a ouverte de force, s'attendant à trouver du fil et des boutons. Au lieu de cela, elle a trouvé des enveloppes. Des dizaines d'entre elles. Et une en particulier qui a tout changé. Elle lui était adressée, avec l'écriture familière de Cynthia, datée de près de 3 décennies. Si tu lis ceci, cela signifie que tu es revenu. Et je suis désolé que tu aies dû le faire. Son cœur battait la chamade alors qu'elle dépliait les pages. Elles étaient jaunies et fragiles. À l'intérieur se trouvaient des copies de formulaires d'hôpital, des notes et une seule photographie d'un nouveau-né enveloppé dans une couverture d'hôpital. Ce n'était pas Jacob. Il y avait un nom, Stanley Smith. Elle a lu la lettre 3 fois avant qu'elle n'ait un sens. Cynthia avait été infirmière à l'hôpital où Jacob est né. Elle a dit qu'elle avait toujours eu des doutes. Elle avait vu quelque chose d'étrange dans la nurserie la nuit où Magdalene a accouché. Un changement de chambre de dernière minute, une confusion avec les étiquettes. Mais le temps qu'elle soulève le problème, il était trop tard. Les bébés étaient déjà rentrés chez eux. Elle ne l'a jamais dit à Magdalene. Elle a dit qu'elle avait peur. Qu'elle espérait se tromper. Mais des années plus tard, elle a trouvé un document enfoui dans ses dossiers. Un arrangement financier discret de l'hôpital avec une autre famille. Et c'est là qu'elle a su, Jacob n'était pas le fils de Magdalene. Ses mains tremblaient. Elle a cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a fixé la photo, le nom, Stanley Smith. Son esprit refusait de l'assimiler. Parce que si c'était vrai, qui était Jacob? Qui était-elle pour lui? Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'a pas ressenti de chagrin. Elle n'a pas ressenti de rage. Elle s'est sentie libre. Non pas parce qu'elle n'aimait pas Jacob, mais parce que soudain, toutes ces années de douleur, de se sentir comme une étrangère dans sa propre vie, prenaient un sens. Peut-être que cette froideur qu'elle avait toujours ressentie de sa part. Peut-être qu'elle n'était pas imaginée. Peut-être qu'il s'était toujours senti comme un étranger. Et peut-être qu'elle n'était pas folle après tout. Elle a passé le reste de la nuit à lire chaque papier dans cette malle. Cynthia avait tout gardé. Des rapports ADN, une déclaration sous serment, un petit article sur la famille Smith. Réussis, éduqués, locaux, et vivant toujours dans la même ville. Son vrai fils avait été là tout ce temps, grandissant à quelques kilomètres de là. Elle a replié les lettres soigneusement, les a placées dans une nouvelle enveloppe et les a mises dans le tiroir de sa table de chevet. Puis elle s'est regardée dans le miroir pendant un très, très long moment. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la regardait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas honte d'elle. Elle était brisée, oui, mais elle se réveillait. Et le monde n'avait aucune idée de ce que cela signifiait encore.
Il y a une sorte de silence qui n'est pas paisible. Il est punitif. C'est dans ce genre de silence que Magdalene a vécu pendant des semaines après avoir lu la lettre de Cynthia. Elle ne savait pas quoi faire de cette information. Elle la portait en elle comme un fil électrique sous tension. Dangereux à toucher et impossible à ignorer. Elle n'a pas contacté Jacob. Elle n'est pas allée à la recherche de Stanley. Elle a juste existé. Chaque jour, elle se réveillait, se faisait une seule tasse de café, regardait par la fenêtre poussiéreuse de la cuisine et essayait de comprendre qui elle était maintenant. La Magdalene qui avait élevé Jacob n'était pas la même femme qui avait lu ses lettres. Cette Magdalene avait été une mère, une épouse autrefois, une soignante, une donneuse de tout. Mais qui était-elle sans cette identité? Un soir, le chauffage de l'appartement est tombé en panne. Elle a allumé une bougie et s'est emmitouflée dans des couvertures. Se recroquevillant sur le canapé avec les dossiers de l'hôpital sur ses genoux. Elle a dû les lire une centaine de fois. Chaque ligne, chaque signature, chaque horodatage, tout concordait. C'était réel. Son vrai fils, Stanley, était né la même nuit que Jacob, dans la même aile d'un hôpital qui, plus tard, conclurait discrètement un arrangement avec une autre famille, espérant que la vérité ne ferait jamais surface. Cynthia avait fait des copies de tout avant de mourir. Elle avait laissé à Magdalene les pièces d'une vérité qui lui avait été volée. Elle a ressenti du chagrin, mais pas pour Jacob. Elle a pleuré le temps, les moments qu'elle aurait pu avoir avec Stanley. Les fêtes d'anniversaire, les premiers jours d'école, les genoux écorchés et les projets de science. Toutes ces choses qu'elle pensait faire pour son enfant, elles étaient destinées à quelqu'un d'autre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle ne ressentait pas de haine envers Jacob. Son amour pour lui n'avait pas été biologique. Il avait été inconditionnel. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais quand quelqu'un que vous avez élevé ne vous défend pas, ne vous voit même pas, cela vous force à tout réévaluer. C'est un mardi après-midi qu'elle a finalement repris ses esprits. Elle s'était cachée trop longtemps. Elle n'était pas prête à affronter Jacob. Pas encore. Mais elle pouvait commencer quelque part de calme. Elle est allée enfiler ses tenues de l'autre côté de la rue, face à la petite librairie près de Maine-et-Elm. La librairie Smith. Elle était peinte en vert foncé avec des enseignes manuscrites sur les vitrines. Elle était passée devant des dizaines de fois sans jamais la remarquer. Il était là. Stanley. Elle n'a pas eu besoin de demander. Il avait l'air d'avoir environ 30 ans, peut-être un peu plus. Coupe de cheveux soignée. Lunettes de lecture. Il aidait une jeune femme à trouver un recueil de poésie. Sa voix était douce, patiente. Sa posture était douce mais sûre d'elle. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, le cœur battant. Les yeux fixés sur ce fils qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait. Et elle a pleuré, là, sur le trottoir. Pas en sanglotant. Pas bruyamment. Juste des larmes silencieuses. Inarrêtables, qui roulaient sur ses joues et dans le col de son manteau. Elle n'est pas entrée. Pas ce jour-là. Elle a juste regardé. Et puis elle l'a refait le lendemain. Et le suivant. C'est devenu un rituel. Elle faisait le tour du pâté de maison, s'asseyait sur le banc près du coin. Faisait semblant de vérifier son téléphone ou de boire du café dans un gobelet en papier. Et elle regardait Stanley vivre la vie dont elle n'avait jamais fait partie. Ce n'était pas du harcèlement. C'était un deuil. Mais c'était aussi une préparation. Parce que lentement, elle commençait à assembler les pièces du puzzle. Assise devant cette librairie, elle a commencé à remarquer des choses. L'horaire des livraisons. Les noms des clients. Le rythme du magasin. Elle observait. Oui. Mais pas seulement lui. Jacob et Thelma. Elle a commencé à les suivre aussi. Subtilement. Elle connaissait leurs habitudes par cœur. Thelma postait toujours sur les réseaux sociaux. Taguant ses brunchs préférés. Studio de yoga et dégustation de vin. Il n'était pas difficile de suivre la piste. Et ce qu'elle a vu l'a rendue nauséeuse. Il n'était pas en difficulté. Il faisait semblant. L'entreprise de Thelma, une sorte de marque de coaching de vie, n'était que de la poudre aux yeux. Des bureaux loués. Des abonnés payés. Des cartes de crédit au maximum pour maintenir les apparences. Et Jacob, il avait quitté son emploi il y a 6 mois.
Thelma appelait ça « manifester un nouveau chapitre ». Magdalene appelait ça une illusion. Il construisait un château de cartes. Et il n'avait aucune idée que le vent se levait. Elle n'a dit à personne ce qu'elle avait découvert. Pas encore. Au lieu de cela, elle a commencé à tenir un deuxième journal. Pas comme le premier. Rempli d'émotions et de chagrin. Celui-ci était stratégique. Des dates. Des noms. Des documents d'entreprise. Des archives publiques. Elle ne faisait plus seulement son deuil. Elle planifiait. Il la croyait partie. Invisible. Insignifiante. Mais elle était plus présente qu'elle ne l'avait jamais été. Et elle était sur le point de leur rappeler exactement qui elle était. La première fois qu'elle a vu Stanley de près, elle n'a pas pu parler. C'était un jeudi pluvieux. La librairie était presque vide. Il réapprovisionnait la section des biographies, fredonnant sous son souffle. Elle avait traîné dehors trop longtemps. Et quand il s'est retourné et a regardé par la vitrine, leurs regards se sont croisés. Il a fait un sourire poli et accueillant. Rien de plus. Juste le genre de gentillesse qu'on offre à un étranger. Et c'est ce qu'elle était pour lui, une étrangère. Son cœur s'est serré. Elle s'est détournée rapidement, faisant semblant de vérifier son téléphone. Mais ses mains tremblaient trop pour que ce soit convaincant. Elle a marché vite, tournant au coin de la rue, atteignant à peine la voiture avant que les larmes ne viennent. Comment dire à quelqu'un que toute sa vie a commencé par une erreur? Comment regarder un homme adulte dans les yeux et dire « Vous n'êtes pas qui vous pensez être et moi non plus ». Elle est rentrée chez elle, a ressorti la lettre de Cynthia et l'a relue 3 fois de plus. L'hôpital ne le lui a jamais dit parce qu'elle n'était jamais censée le savoir. Et les Smiths, ils devaient savoir quelque chose. Peut-être pas toute la vérité, mais assez pour accepter un paiement discret. Mais elle n'était pas là pour se venger d'eux. Elle n'était même pas sûre de ce pourquoi elle était là. Elle voulait juste le connaître. Voir si la douleur dans sa poitrine pouvait être comblée par la réalité de qui il était. Alors elle y est retournée. Elle a commencé petit. Elle a acheté un livre. Stanley l'a encaissé lui-même. Bon choix, dit-il avec un sourire. Difficile à trouver de nos jours. Sa voix était chaude, familière d'une manière qui lui serra la gorge. Il lui tendit le sac, ses doigts effleurant les siens une seconde. Elle a hoché la tête. C'est votre magasin. En quelque sorte, dit-il. Mes parents m'ont aidé à démarrer. Ils sont à la retraite maintenant, alors je m'occupe ici. Bien sûr qu'il l'avait aidé. Bien sûr qu'il avait du soutien. Pas comme Jacob, qui n'avait eu que son sang, sa sueur et ses sacrifices. Et qui s'était retourné et l'avait offerte en pâture comme une blague. Stanley avait des parents. Mais pas elle. Et Jacob l'avait, elle. Mais n'a jamais voulu de ce qu'elle donnait. L'univers avait mélangé le puzzle et les avait tous laissés saigner sur les mauvaises pièces. Elle a commencé à visiter la librairie tous les quelques jours, de manière décontractée. Parfois, elle achetait un roman, parfois, elle ne faisait que flâner. Stanley a commencé à la reconnaître. De retour, disait-il avec ce sourire facile. Ils ont fait la conversation. Sur le temps, les livres, les événements locaux. Elle ne lui a jamais dit son nom. Pas encore. Ce n'était pas le moment. Pendant ce temps, dans l'ombre de son ancienne vie, les choses bougeaient. Jacob lui a envoyé un message, un SMS qui disait « Maman, est-ce que ça va ?» Rien de plus. Après 3 semaines de silence, c'est ce qu'elle a eu. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait plus rien à dire. Mais elle a commencé à creuser plus profondément dans leur monde. Elle a sorti l'acte de propriété de la maison. Il était toujours à son nom. Thelma avait essayé de refinancer sans sa permission, refusé. Elle ne pouvait pas se permettre l'hypothèque. Jacob n'avait aucun revenu. Elle aurait pu les expulser sur le champ. Mais ça aurait été trop facile. Non, elle avait besoin qu'ils sentent le lent effondrement. La peur, la prise de conscience que les fondations sur lesquelles ils se tenaient n'étaient pas seulement fragiles. Elles appartenaient à quelqu'un d'autre entièrement. À elle. Chaque nuit, elle écrivait, son nouveau journal était méticuleux. Chaque reçu, chaque conversation, chaque fois que Stanley mentionnait un passe-temps, un auteur préféré, un souvenir d'enfance, elle le notait.
Non pas pour l'utiliser contre lui, mais pour comprendre ce fils qu'elle n'avait jamais pu élever. Et entre les lignes, elle a commencé à voir la vérité plus clairement que jamais. Jacob ne la traitait pas mal parce qu'il avait été échangé à la naissance. Il la traitait mal parce qu'il avait choisi de le faire, parce que Thelma lui en avait donné la permission, parce que quelque part en cours de route, elle avait cessé de la voir comme quelqu'un à respecter et avait commencé à la voir comme quelqu'un à rejeter. Mais Stanley, il ne la connaissait pas du tout. Et pourtant, il la traitait avec plus de gentillesse en 5 minutes que Jacob ne l'avait fait en 5 ans. Elle n'était pas prête à lui dire. Pas encore, mais elle était proche. Et le moment venu, elle ne lui dirait pas seulement qui elle était. Elle lui dirait tout sur l'hôpital, sur l'échange, sur la vie qui leur avait été volée à tous les deux. Mais d'abord, elle devait finir de regarder l'effondrement de la vie qu'elle avait déjà laissée derrière elle. Parce qu'une fois la dernière pièce tombée, elle ne regarderait plus en arrière. Elle n'avait jamais prévu de devenir une ombre dans sa propre histoire. Mais parfois, la seule façon de voir les gens clairement est de sortir de la lumière. Après ce jour à la librairie, quelque chose a changé en elle. Pas soudainement, mais comme un lent lever de soleil rampant sur un champ gelé, silencieux et inéluctable. Elle n'a rien précipité. Elle n'essayait pas seulement de renouer avec un fils qu'elle n'avait jamais connu. Elle essayait de se réapproprier. Elle a commencé à marcher un peu plus droit, à parler un peu plus fort. Elle a acheté un ordinateur portable d'occasion et a commencé à taper ses notes dans des dossiers. Preuve, chronologie, non. Ce n'était plus un journal intime. C'était une stratégie. C'était de la survie. Et une chose est devenue limpide. Le monde de Jacob et Thelma tenait avec du ruban adhésif et des mensonges. La maison où il vivait, sa maison, était toujours à son nom. L'entreprise de coaching de vie de Thelma, Olivia Sens, était un empire fabriqué. Faux clients, faux témoignages. Elle avait bâti une marque sur des mots à la mode et des filtres, vendant des conseils de développement personnel tout en conduisant une voiture de luxe louée qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a trouvé les documents de la société en ligne. Elle a vérifié les registres fiscaux. Elle a consulté les avis sur l'entreprise. Chaque publication de Thelma était soigneusement organisée. Chaque événement auquel ils assistaient était une séance photo. Et derrière tout cela, il y avait des dettes. Tellement de dettes. Des cartes de crédit au maximum. Un prêt privé en défaut de paiement. Les dettes étudiantes de Jacob toujours impayées. Il suffoquait sous une montagne de factures, mais trop fier pour dire un mot. Ou peut-être trop arrogant. C'est laquelle a su, si elle tirait un seul fil, tout s'effondrerait. Mais elle ne l'a pas fait. Pas encore. Parce qu'elle avait encore une étape à franchir. Stanley. Elle visitait toujours la librairie. Et il ne savait toujours pas qui elle était. Mais chaque interaction érodait la peur. Ils ont parlé de livres, de la vie, de petites choses. Des émissions de télévision, du bon café, du bruit de la ville. Une fois, ils se sont assis au petit café d'à accent grave côté. Et il lui a raconté comment il avait failli devenir enseignant. Mais son amour pour les livres l'avait attiré vers les affaires. Vous me rappelez quelqu'un, dit-il une fois, en sirotant son thé. Quelqu'un que je n'arrive pas à situer. Elle a souri. Peut-être une bibliothécaire. Il a ri. Peut-être. Ce moment est resté avec elle pendant des jours. Elle ne l'aimait pas seulement. Elle le reconnaissait. Non seulement par le dossier qu'elle avait lu ou les photos que Cynthia lui avait laissées. Mais dans la façon dont il traitait les gens, dans la façon dont il écoutait, la force tranquille en lui. Cela ressemblait à la sienne. C'était dans sa posture. Son calme. Sa présence. Elle a commencé à rêver d'une vie différente. Une où elle l'aurait élevé. Une où ils auraient fait des biscuits dans la cuisine. Où elle l'aurait emmené au match de football et l'aurait encouragé depuis les tribunes. Elle pouvait l'imaginer si vivement. Cela lui faisait mal à la poitrine. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Alors elle a planifié la suite. La première chose qu'elle a faite a été d'appeler un avocat. Non pas pour se venger, mais pour obtenir justice. Elle voulait que la maison soit vendue. Elle en avait tout à fait le droit légal. Elle avait fait l'apport, payé toutes les factures et ne l'avait jamais cédé. Jacob avait toujours dit, on la mettra à ton nom plus tard. Pas de presse.
Bien sûr, il n'y avait pas de presse pour lui. C'est elle qui payait tout. Maintenant, elle voulait récupérer son nom, ses droits, sa maison. Sinon physiquement, du moins légalement. Elle a rencontré une avocate en ville, une femme de son âge, vive et directe. Elle a écouté sans jugement. Quand Magdalene lui a raconté ce qui s'était passé, la femme a hoché lentement la tête et a dit « Nous déposerons la requête cette semaine ». Elle a signé les papiers d'une main ferme. Ce soir-là, elle est passée devant la maison. La lumière du porche était allumée. Thelma était assise sur la balançoire, faisant défiler son téléphone, un verre de vin à la main. À l'intérieur, Jacob était sur le canapé en train de jouer à des jeux vidéo. Leur vie fonctionnait en pilote automatique. Sans se douter que le sol sous leurs pieds était déjà en train de bouger. Il ne s'agissait pas de les punir. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. Et quand la maison serait vendue, il ressentirait ce qu'elle avait ressenti pendant des années, l'impuissance. Et peut-être, juste peut-être, comprendrait-il ce que signifiait être jeté. Elle n'a pas claqué de porte. Elle n'a pas crié. Elle a juste regardé, attendu et est partie. Le premier domino était tombé, et aucun d'eux ne le savait encore. Elle a toujours cru que le silence était plus fort que le bruit. Que la vraie force ne résidait pas dans la virulence du combat, mais dans la profondeur de la conviction d'avoir raison. Le jour où l'avis officiel a été envoyé à Jacob et Thelma, elle était assise dans un café près du palais de justice, remuant du miel dans son thé avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Son avocate a dit qu'il le recevrait à 9 heures précises. Son téléphone a vibré. Jacob. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Puis elle l'a retourné et a laissé le silence parler pour elle. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas entendre sa voix. Elle n'était tout simplement pas prête à l'entendre mentir. Plus tard dans l'après-midi, elle a vérifié ses emails et a vu son message. Ce n'était pas long. Juste, maman, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, appelle-moi. Thelma panique. Bien sûr qu'elle paniquait. L'hypothèque était due, et maintenant il ne pouvait pas refinancer parce que la personne qu'il croyait trop faible pour compter était celle qui détenait l'acte de propriété. Et il ne l'avait jamais vu venir. Une semaine plus tard, elle a reçu un autre appel. Cette fois, c'était Thelma. Elle n'a pas répondu non plus. Thelma a laissé un message vocal. Son ton était tendu, à peine maîtrisé. Magdalene, nous devons vraiment parler. Tout cela n'est qu'un malentendu. Jacob dit que tu traverses une période difficile, et nous sommes là pour te soutenir, mais tu mets nos vies en danger, et ce n'est pas juste. Elle l'a écouté 2 fois. Thelma avait appelé la maison, la leur, et son silence. Il est devenu plus tranchant, plus délibéré. Ils ne comprenaient pas encore, mais ils allaient comprendre. 2 jours plus tard, Jacob s'est présenté à son appartement. Elle l'a vu à travers le Judas avant même qu'il ne frappe. Ses cheveux étaient en désordre, des cernes sombres sous les yeux. Un homme en train de s'effondrer. Elle n'a pas ouvert la porte. Il est resté là longtemps, a frappé une fois, puis une autre. Puis il a dit, « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle se tenait de l'autre côté, la main sur la poignée, mais elle ne l'a pas tournée. Elle l'a laissé dans l'inconfort de ne pas être entendue, tout comme elle l'avait été pendant des années. La semaine suivante, son avocate a finalisé les documents pour mettre la maison en vente. Elle obtiendrait la totalité des bénéfices. Chaque centime, légalement, éthiquement, émotionnellement, tout lui revenait. Thelma a essayé de contester. Elle a invoqué une « contribution de valeur ». Son avocate a souri et a dit « Voyons si elle peut le prouver au tribunal ». Elle ne pouvait pas. Elle n'avait jamais investi dans autre chose que les apparences. Et maintenant, celle-ci s'effondrait. Un filtre à la fois. La nouvelle s'est répandue. Les parents de Thelma ont cessé de commenter ses publications sur les réseaux sociaux. Les clients ont commencé à se retirer. Elle a fait une vidéo pour tenter d'expliquer l'injustice du droit de propriété générationnel. Les gens ont vu clair dans son jeu, et elle, Magdalene, n'a rien posté. Elle a juste continué à se présenter à la librairie de Stanley. Ils ont de nouveau pris un café. On parlait d'un vieux roman qu'ils aimaient tous les deux. Il lui a recommandé des mémoires. C'est sur le deuil, dit-il, mais aussi sur le pardon. Elle a hoché la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Je pense que ça te plairait,
a-t-il ajouté. Peut-être, dit-elle, mais pas encore. Elle n'avait pas fini de faire son deuil ni de pardonner. À la maison, elle a commencé à emballer de vieilles photos, des photos de Jacob bébé, des portraits d'école, des fêtes d'anniversaire où elle avait fait tout le travail sans jamais en recevoir le crédit. Elle ne les a pas jetés, mais elle les a rangés. Parce que la femme qui avait passé sa vie à tout donner était partie, et la femme qui avait pris sa place, elle n'était pas en colère. Elle était éveillée. Les papiers étaient signés. La maison allait être mise sur le marché. Et quelque part dans cette librairie verte de l'autre côté de la ville, son vrai fils riait de quelque chose qu'un client avait dit. Complètement inconscient que sa vie était aussi sur le point de changer, mais de la meilleure des manières. Car toutes les pertes ne sont pas des tragédies. Certaines sont des débuts déguisés. Elle a toujours pensé que les masques étaient quelque chose que les gens portaient lors de fêtes costumées, mais Thelma portait le sien comme une seconde peau, impeccable, souriante, inébranlable. Le genre de femme qui savait toujours comment poser pour une photo, comment moduler sa voix juste ce qu'il faut en public. Mais le problème avec les masques, c'est qu'ils finissent par se fissurer, et elle était sur le point de briser le sien complètement. L'idée lui est venue un matin en consultant l'annuaire des entreprises locales. Elle avait déjà rassemblé assez de ragots personnels, problèmes de crédit, partenariats Instagram frauduleux, paiement d'hypothèque en retard. Mais elle voulait plus que des rumeurs. Elle voulait des faits, quelque chose de concret, quelque chose qu'il ne pourrait pas déformer. Alors, elle a engagé un consultant en affaires locales, un homme nommé Steven, calme, professionnel. Discret. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un audit complet d'une entreprise, rien d'illégal, juste une enquête approfondie et privée sur sa structure. Elle lui a donné le nom de l'entreprise de Thelma, Thelma Hassan LLC. Il s'est mis au travail. Une semaine plus tard, il a tout livré dans un dossier soigné. Et ce qu'il a trouvé, même elle n'y était pas préparée. Le modèle économique de Thelma était entièrement un mensonge. Aucune déclaration de revenus pour les 2 derniers trimestres. Plusieurs factures falsifiées pour faire croire qu'elles provenaient de vrais clients. Mais les clients n'existaient pas. Des séances photos mises en scène dans des propriétés louées qu'elles prétendaient être des rénovations de maisons. Ces soi-disant partenariats n'étaient que des liens d'affiliation avec des métriques gonflées. Elle ne faisait pas seulement semblant de réussir. Elle trompait tout le monde. Elle a demandé à Steven. Est-ce que cela tiendrait face à un examen approfondi? Il l'a regardé et a dit, si cela devient public, elle est finie, financièrement et professionnellement. Et c'est là que Magdalene a pris une décision. Elle a tout imprimé. Puis elle a trouvé l'adresse des parents de Thelma. Les mêmes personnes qui avaient ri dans sa maison, trinquant avec des verres de vin pendant que leur fille l'humiliait dans sa propre cuisine. Elle leur a envoyé le dossier anonymement. Pas de lettre, pas de signature, juste une simple note sur le dessus qui disait: tout ce que vous pensez savoir est une performance. 2 jours plus tard, les premières fissures sont apparues. L'Instagram de Thelma est devenu silencieux. Pas de stories, pas de routines matinales organisées. Sa dernière publication, une citation inspirante sur le fait d'être incomprise, a été inondée de commentaires étranges. Puis, comme des dominos, son monde a commencé à s'effondrer. Son site web est passé en maintenance. Son dernier atelier prévu a été annulé pour « circonstances imprévues ». Et puis elle a entendu la cerise sur le gâteau d'une ancienne voisine qui suivait toujours Thelma en ligne. La mère de Thelma a été vue quittant sa maison en furie, criant au téléphone, le visage rouge, son sac à main se balançant sauvagement. Quoi qu'il se soit passé derrière ces portes closes, ce n'était pas filtré et ce n'était pas joli. Jacob l'a de nouveau appelé ce soir-là. Elle n'a pas répondu. Il a laissé un autre message vocal. « Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Les parents de Thelma ne nous parlent plus. Quelqu'un leur a envoyé des trucs, des documents. Ils pensent que nous les avons falsifiés. L'as-tu fait? As-tu fait ça? » Elle n'a pas répondu. Il voyait enfin Thelma pour ce qu'elle était vraiment. Et lui-même aussi. Il avait passé des années à défendre une femme qui détruisait tout sur son passage, en commençant par elle. Qu'il le ressente. Qu'il s'y vautre. Ce soir-là, elle est de nouveau allée à la librairie. Stanley était en train de fermer. Il a fait un signe de la main quand il l'a vue. De retour, dit-il en déverrouillant la porte pour la laisser entrer. Vous devriez simplement travailler ici à ce stade. Elle a souri.
Peut-être que je devrais. Ils se sont assis par terre, entourés de piles de livres de poche. Ils cataloguaient une nouvelle livraison. Elle a aidé sans qu'on le lui demande. « Pourquoi venez-vous ici ?» demanda-t-il, sans méchanceté. La question l'a prise au dépourvu. Elle l'a regardé. Vraiment, elle l'a regardé. Il avait ses yeux. Elle ne l'avait pas remarqué avant. « J'aime l'ambiance ici. » dit-elle. Comme si rien ne prétendait être quelque chose que ce n'est pas, il a incliné la tête, la considérant. Moi aussi. Ils ont travaillé en silence après ça. Pas de petites conversations. Pas d'autres questions. Mais dans ce calme, quelque chose s'est installé entre eux. Pas la vérité. Pas encore. Mais quelque chose de proche. Un fil les reliant. Et pour la première fois, elle ne se sentait pas comme un fantôme dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle se sentait vue. Et la femme qui se tenait autrefois invisible dans sa propre cuisine, elle était partie. À sa place se tenait quelqu'un qu'il n'avait jamais attendu. Quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Elle avait toujours pensé que son entreprise exposée. Sa réputation en lambeaux. Et n'ayant nulle part où rejeter la faute, Jacob fit ce qu'il avait toujours fait. Il est venu en courant vers elle. Elle a entendu frapper avant de le voir. C'était un après-midi calme. Elle finissait juste une tasse de thé quand le son a résonné dans l'appartement. 3 coups doux, hésitants, comme le coup de quelqu'un qui ne sait pas s'il sera accueilli ou repoussé. Elle a ouvert la porte lentement. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, mal rasé, plus mince qu'elle ne s'en souvenait. Sa chemise était froissée comme s'il l'avait ramassée par terre. « Maman » dit-il d'une voix brisée. « Puis-je entrer ?» Elle n'a pas répondu. C'est juste écarté. Il est entré et s'est tenu au milieu de la pièce comme s'il ne savait pas quoi faire de son corps. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. Finalement, il a craqué. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il. « À nous. » Elle a failli rire. « Nous ?» Comme s'il y avait eu un « nous » depuis des années. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de lui, calme, posée. « Je ne te fais rien, Jacob. Je fais quelque chose pour moi. » Sa mâchoire se crispa. « Tu vends la maison. »« Ma maison. J'ai grandi là. »« Et tu l'as laissé tomber. » dit-elle d'une voix basse. « Tu as laissé ta femme faire de moi ta bonne. Tu as regardé faire. Tu as ri. Tu ne t'es même jamais excusé. » Il n'a pas nié. A juste regardé le sol. « Je pensais que tu étais juste dramatique, » marmonna-t-il. « Je ne savais pas que ça te faisait mal comme ça. » Elle le fixa. « C'est ça le problème, Jacob. Tu ne t'es jamais donné la peine de savoir ce qui me faisait mal. Tu as juste supposé que je serais toujours là, à nettoyer après toi, à payer tes factures, à hocher la tête pendant que tu laissais cette femme éroder qui j'étais. » Il a tressailli. Thelma n'est pas celle que je pensais qu'elle était. Ce n'est pas une nouvelle pour moi. Il a finalement levé les yeux vers elle. Ses yeux étaient maintenant vitreux. J'ai tout perdu. Elle n'a pas scié. Non, tu l'as laissé partir. Le silence s'est étiré entre eux. Tu me manques, a-t-il murmuré. Elle s'est redressée. Je t'ai élevé, dit-elle. T'es nourri, t'es habillé, me suis sacrifié pour toi. Et tu m'as laissé être humilié dans la maison que j'ai achetée. Sa lèvre a tremblé. Je pensais qu'elle m'aidait. Je pensais que nous construisions quelque chose. Vous avez construit un mensonge, dit-elle. Et maintenant, il s'effondre. Il s'est alors levé, arpentant la pièce. Alors c'est tout. Tu t'en vas comme ça. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le tiroir près de la cuisine et en a sorti l'enveloppe que Cynthia lui avait laissée. Elle la tenait dans ses mains. Je vais te dire quelque chose maintenant, dit-elle. Et j'ai besoin que tu écoutes, vraiment que tu écoutes. Il a hoché la tête, confus. Elle lui a tendu l'enveloppe. Ce sont tes actes de naissance. Lis-les. Il s'est assis, l'a ouverte lentement. Son front s'est froncé, puis est tombé. Il a lu la lettre, les dossiers de l'hôpital. Le test ADN que Cynthia avait discrètement commandé après toutes ces années. Il a levé les yeux vers elle, les yeux écarquillés. Ça ne peut pas être réel.
ça l'est. Tu dis que je ne suis pas ton fils? Je dis que tu n'es pas né de moi. Mais je t'ai élevé comme si tu l'étais. Je t'ai donné chaque parcelle de moi, même quand tu n'en voulais pas, il est devenu pâle.